Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question taraude l'esprit des Camerounais. Stéphanie Njomo, invitée dans le cadre de l'émission Parole de femmes, a-t-elle menti sur son vécu sur le théâtre de la crise anglophone 3 jours après son arrestation dans des circonstances floues? Son témoignage bouleversant suscite controverse et déchaîne des passions face aux polémiques et accusations infondées. Equinox Télévision livre dans ce journal le premier épisode d'une enquête intégrale sur la vie de cette dame et ses enfants meurtris par la crise anglophone et plongés dans la promiscuité totale. Autre sujet brûlant d'actualité, grosse déception du JICAM devant un dialogue inopérant entre le secteur privé et le gouvernement. Le groupement interpatronal du Cameroun révèle l'inefficacité du Cameroun Business Forum et exige sa dissolution pour permettre au secteur privé d'avoir un véritable dialogue franc sur les réformes économiques à mener pour sortir des multiples crises. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après avoir choisi de briser le silence et raconter son calvaire tragique sur les braises ardentes de la crise anglophone, Stéphanie Njomo, invitée sur Equinox Télévision la semaine dernière, est au centre d'une polémique. D'aucuns l'accusent d'avoir monté de toutes pièces cette histoire. Ensuite, elle a été arrêtée depuis plusieurs jours dans des circonstances floues et sa famille est loin de connaître les motifs d'une telle interpellation. Devant des nuages d'incompréhension, des Camerounais s'interrogent. Cette dame a-t-elle menti sur son témoignage lors de l'émission Parole de femmes diffusée en direct la semaine dernière sur les antennes d'Equinox Télévision? A-t-elle été payée pour pouvoir travestir les faits vécus sur le théâtre de la crise anglophone? L'enquête menée par nos reporters révèle que ces polémiques et accusations sont infondées. La famille de Stéphanie Njomo confirme qu'elle a bel et bien perdu ses enfants en fuyant le théâtre de la crise anglophone au début des premiers affrontements armés dans la région du sud-ouest. Enquête signée Warren Zede et Kediara. C'est dans ces conditions de promiscuité extrême que Victoire Stéphanie Njomo vit depuis bientôt 3 ans avec ses enfants. Dans un coin de la véranda, les affaires empilées pêle-mêle dans ce qui sert à la fois de débarras, de chambre et de dressing. Alors qu'une vendetta s'est levée sur la toile pour qualifier ses déclarations sur le plateau de l'émission Parole de femmes de mensongères, les enfants de Stéphanie témoignent. Maman a vécu en zone anglophone au quartier Fiango, elle avec des jumelles. Et elle a perdu ses jumelles dans la crise anglophone. Elle est revenue ici là chez le papa de ses enfants. Et puis maintenant, on a même fait plus de 3 mois sans se voir. On ne savait même pas qu'elle était déjà rentrée ici là. C'est un jour maintenant, parce que j'avais toujours le même numéro que ma maman a eu à nous contacter pour nous dire qu'elle est là. On est venu ici là, dans sa belle famille, rester avec elle jusqu'à aujourd'hui. L'histoire, telle que racontée sur le plateau de Parole de femmes, date de 4 ans, en plein début de la crise anglophone. Si Victoire Stéphanie Njomo a pu sortir de la vivante, il faut dire qu'elle n'a pas pu emporter grand-chose avec elle, d'où la difficulté à retrouver des photos de ses enfants décédés et même des documents officiels. Parce que tout a été brûlé, perdu dans la crise, y compris même ma mère qui a eu son acte maintenant. Si on veut bien constater, son acte n'a plus d'écriture ni de signature du maire et tout. C'est juste son nom qui est en haut et quelques images, quelques écrits qu'on voit. Le reste, on ne voit plus parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de signatures. Et c'est à cause de ça qu'elle n'a pas pu faire la carte d'identité depuis. À cette époque-là, après avoir parcouru de nombreux kilomètres dans la forêt, elle se retrouve finalement dans le Mongo avec ses compagnons d'infortune. De là, elle prend la direction de Bonassama, au quartier Bonabéry, où réside le père de ses jumeaux décédés, dans la forêt. Ce dernier vit chez son père à lui, et c'est lui qui accueille Stéphanie dans sa maison. Je sais qu'elle a fait la zone, puisqu'elle est parfaitement bilingue. Il y a environ 3 ans, 3 à 4 ans même, que je l'ai adoptée. Elle est là, elle venait maintenant, elle est là. Je sais que Victoire défend toujours la bonne cause. Vous comprenez, quel que soit ce qu'elle peut même dire,
s'il faut seulement considérer ce qu'elle a dit. Je sais qu'elle défend toujours la bonne cause. 3 ans donc que cette mère de famille vit dans cette maison avec ses autres enfants dans des conditions extrêmes. Pourtant, pas pudeur, elle ne laisse rien paraître. Bon, nous sommes étouffés. On vit selon comme Dieu. On dit tout, dans tout il y a Dieu dedans. Donc c'est Dieu qui nous maintient jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est toute une misère. Vrai qu'on fait l'effort de se cacher, mais c'est toute une misère. Ça fait depuis on n'a pas pu à l'école. Depuis, nous tous nous sommes à la maison. Dans la nuit du dimanche 8 novembre, soit 5 jours après son passage sur Equinox Télévision, la jeune dame, toujours sous le coup des accusations de certains followers, va se faire interpeller dans cette maison par des hommes et femmes en civil. Les informations en notre possession parlent d'une décision d'interpellation qui vient de Yaoundé. On dit qu'un parti politique l'est payé pour parler à Equinox. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est la situation de maman qu'elle a vécue, qu'elle a racontée. Nombreux sont des gens qui ne connaissent pas la vie des gens, mais ils s'hasardent à dire du n'importe quoi dans des réseaux sociaux. Vous avez beau fréquenter avec elle, beau la connaître, mais vous ne connaissez pas par quoi elle est passée ou par quoi elle continue à passer. Ma mère n'a rien fait. Elle n'a juste dit ce qu'elle a vécu. Et je crois au moins que s'exprimer ne veut pas dire qu'on est condamné. Ses enfants, 4 au total, abandonnés à leur propre sort, appellent à sa libération. Pendant ce temps, son beau-père, secoué dans cette situation, plaide pour la santé fragile de Stéphanie. Là maintenant, il est question qu'on lui achète la ventoline, parce que si on la remet dans la cellule là, je ne sais pas ce qui va se passer après. Je ne sais pas. Vous savez, les asthmatiques, dans ces conditions-là, je ne sais pas s'il faut supplier ces gens de lui accorder ne serait-ce qu'une petite mesure à cause de sa santé. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est les autorités, sont eux qui décident. Mais je prie que pardon, même si on va lui faire n'importe quoi selon la loi, au moins qu'on la maintienne dans des conditions qui lui permettent. Ça va. La balle est désormais dans le camp des autorités. Suite à cette polémique, Equinox Télévision précise qu'il n'y a eu aucun manquement sur le plan éthique et déontologique quant à la production et la réalisation de l'émission Parole de femmes. Dans le cadre de ces programmes, les invités des différentes émissions d'Equinox Télévision ne sont ni rétribués ni interdits de parole. Ils sont appelés à s'exprimer sur un sujet donné dans le cadre des différentes émissions. D'ailleurs, vous suivrez ce soir à partir de 21h d'autres éléments concernant cette enquête menée par Equinox Télévision sur l'histoire bouleversante de Stéphanie Njomo, toujours placée en détention dans des conditions floues à Douala. Les conditions de réalisation et de production de l'émission diffusée en direct la semaine dernière seront évoquées dans le cadre de l'émission Parole de femmes à suivre à 21h, émission présentée par Juline Guignondé en présence de Kate Diarra, reporter qui a mené l'enquête auprès de la famille de cette dame toujours en détention et sa famille qui appelle à sa libération au regard de sa santé très fragile. Et en bref, à présent, ça chauffe dans un tribunal à Bonanjo. Ce soir, vous le voyez, des images de tension dans une salle d'audience entre avocats et magistrats sur le sort de leurs confrères avocats qui ont maille à partir avec la justice, accusés d'avoir détourné de l'argent de la part de leurs clients, soupçonnés d'être impliqués dans des affaires de corruption. Ils auraient été placés en détention provisoire et la démarche à l'encontre de leurs confrères avocats a suscité la colère de la corporation. Les avocats se sont mobilisés ce jour lors de l'audience et les forces de l'ordre ont dû intervenir en pleine salle d'audience pour essayer de calmer les esprits surchauffés et la tension peine à descendre dans cette salle d'audience située à Bonanjo, quartier administratif de Douala. Parlons à présent d'un bassin de production complètement enclavé dans le CAM
notamment 2 bassins de production, celui du Mungo et du Nkam. Vous le savez, il y a une route qui permet de relier Loum à Yabassi. Cependant, elle est impraticable depuis de nombreuses années. Les bourbiers géants compliquent la vie aux automobilistes, mais également aux producteurs agricoles qui peinent à écouler leurs produits dans les centres urbains. Les prix du transport ont grimpé en flèche depuis plusieurs mois. La saison des pluies a davantage compliqué la situation. C'est le constat que font Jacquino Molong et Gladys Sidier dans ce grand reportage. Des éclats de voix entre automobilistes et passagers sur la nationale numéro 16, l'axe reliant les départements du Mungo et du Nkam. La paume de discorde, c'est l'état de la route impraticable, longue de plus de 80 km. La traversée est un cauchemar pour les usagers qui font face à de bourbiers géants. Tous, sans exception, sont pris au piège sur une route boueuse. Pour dégager la voie et se frayer un chemin, il faut mettre la main à la pâte. Raison pour laquelle, munis de pelles, les usagers tentent de rendre cette route praticable. Ils creusent pour embler les trous. Un effort qui ne porte visiblement pas de fruits. Certains commerçants ont déjà passé 2 jours sur place. Les véhicules sont bloqués avec des marchandises qui se détériorent parfois. Les véhicules sont stationnés en file indienne. Rien n'avance, en dehors du temps. Regarde comment on souffle sur la rue de Loum Yabassi, une route nationale. Regardez tout le monde qui est là. Depuis 2 jours, on est là. Il n'y a pas moins de parvenir arriver à Loum. On est là. Regardez-vous l'état de la route. On souffle. Il y a le plantain, il y a le macabo, il y a le cacao, il y a tout, il y a l'huile, il y a tout. Ça fait plus de 3 ans ici qu'on souffre comme ça. Et chaque saison de pluie, on souffre comme ça. Alors qu'on avait dit qu'on devrait bitumer cette route. Et on ne comprend pas. Sur le papier. Et sur le papier, on dit qu'on a bitumé. On ne comprend pas pourquoi. Je sors de la bouche pour acheter le plantain. Je sors comme ça loin à Yabassi pour aller à Douala avec. Voilà le camion qui est bloqué là-bas après 2 jours. J'ai déjà fait 2 jours en route. Oui, la route est bloquée. Et le plantain est en train de mûrir. Et le coût du transport alors? Il est passé de 2500, 3000 entre Loum et Yabassi à 6000. Loum et Yabassi, c'est plus de 90 km. Et pour quitter d'ici là-bas, c'est au moins 6 heures de temps. Parce que la route est franchement mauvaise. Nous quittons ici du matin et on arrive là-bas aux environs de 16 heures. Vous voyez que ça a été bien sûr que nous prenons. Avant, nous, on prenait 1 heure de temps pour Yabassi. Mais maintenant, comme la route est mauvaise, nous prenons plus de 6 heures de temps. Il faut que l'État essaie de voir quoi faire par rapport à cette route. Le transport présentement, pour le moment, c'est 6 000 francs de transport, 2 personnes, 10 000. Et alors, avant, nous on prenait le transport 3 000, 2 500. Face à cette situation qui perdure, les usagers s'interrogent sur le silence des autorités face à leurs souffrances. On se pose la question à savoir, est-ce qu'on s'adresse à qui? On s'adresse au gouvernement ou on s'adresse vraiment à qui? Parce que ce qui se passe là, le responsable de la chose, c'est le gouvernement. Les travaux publics ou pour arranger la route de Loum Yabassi. Les autorités communales avouent leur impuissance face au calvaire des populations, relevant que l'aménagement de cette route est de la compétence de l'État, les communes étant elles-mêmes très limitées dans la réalisation de leurs projets. La route Yabassi-Kumba, je crois que c'est la nationale numéro 16. Et c'est une route qui est de la compétence départementale. Ça relève exclusivement de la compétence du délégué des travaux publics. Les communes peuvent, dans la mesure, dans la possibilité de leurs moyens, faire quelques aménagements. Mais en réalité, ce n'est pas de leur compétence. C'est une route nationale, donc qui ne relève pas de la compétence des communes. Les communes sont en difficulté
pour exercer même leurs propres compétences. Vous allez vous rendre compte qu'aucune commune n'est équipée en matériel roulant. Et à chaque fois que nous faisons la demande ou nous faisons des projets dans ce sens, on nous répond qu'il y a un projet global sur le plan national et ça fait au moins 5 ans qu'on parle de ça. C'est de la compétence de l'État puisque c'est une route nationale. En attendant que les autorités en charge de la construction de cette route se réveillent, le calvaire se poursuit pour les automobilistes et autres commerçants. Dans le chapitre économie, le modèle camerounais de dialogue entre le secteur privé et le gouvernement est inopérant et inefficace. Ce constat du JICAM est lié à la faible application des recommandations issues de cette plateforme Cameroun Business Forum, mais également une plateforme mal structurée et sous influence du gouvernement, d'où l'appel du JICAM à la dissolution du Cameroun Business Forum. Dans son livre blanc, d'autres mesures sont également énoncées. Elles visent à pouvoir accélérer l'implémentation des réformes plus ambitieuses pour favoriser la relance de la croissance économique et l'industrialisation au Cameroun. D'autres détails avec Warren Zede et Donald Brice Kamgan. Il y a près de 5 ans, le Cameroun contribuait à environ 70% du produit intérieur brut de la CEMAC. Aujourd'hui, on en est à 40% à peine. Des chiffres en baisse également pour ce qui est des investissements directs étrangers. Si l'on compare aux pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou l'Éthiopie, de niveau de développement comparable. Ce sont des indicateurs que l'économie camerounaise est en recul. Il faut la refonder. Donc c'est tout ça que nous avons essayé de consigner dans ce livre en décrivant un modèle économique que nous estimons qui peut permettre au Cameroun d'aller vers l'émergence financière. Ce modèle économique est contenu dans le livre blanc, document de proposition récemment remis au gouvernement par le JICAM. 3 grands axes y émergent: promouvoir les pôles de compétitivité, instaurer le patriotisme économique et construire une véritable souveraineté nationale dans les secteurs stratégiques. Pour cela, il faut que les pouvoirs publics et le secteur privé cessent de s'entendre et se comprennent. Dixit Célestin Tawamba, pour résumer l'incontournable prise en compte des créateurs de richesses dans les politiques économiques. Parmi les actions attendues, la refondation du dialogue public-privé. Le JICAM demande de supprimer le Cameroun Business Forum et d'aller vers le Cameroun Business Council, bien au-delà d'un simple changement de nom. Nous proposons un mécanisme qui est plus universel, qui traite de tous les problèmes de l'environnement des affaires et de la compétitivité des entreprises. Ensuite, nous apportons des différences ou des nouveautés au niveau du mode opératoire. Nous pensons que tout ce qui est préparation, l'événement lui-même, le suivi et l'évaluation doivent changer. Pour changer ce suivi et évaluation, le JICAM demande de réduire à l'essentiel le nombre de participants à la discussion annuelle qui rassemble souvent près de 200 personnes. D'en accorder la vice-présidence au président du JICAM et que la préparation soit collégiale, les recommandations aussi d'accord partis. Mais avec une administration non compétitive, les conséquences seront aussi ressenties par le secteur privé. Le JICAM souhaite une amélioration de la gouvernance, entre autres l'audit des ministères, la fusion de ceux dont les missions se rejoignent pour une meilleure coordination des décisions impactant le secteur économique. Rationaliser la dépense publique et particulièrement la dette, parce que c'est également une question de savoir si nous sommes bien endettés, si nous sommes mal endettés, si nous sommes trop endettés. Et de ce point de vue-là, nous proposons notamment particulièrement de centraliser autour de la Caisse autonome d'amortissement la gestion de notre dette et surtout d'assurer également une meilleure maturation de nos projets et un meilleur suivi exécution. Ces propositions du JICAM sont contenues dans un document dont le chef du gouvernement a eu l'exclusivité. Il faudra attendre de voir. Et dans le cadre de la préparation du budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2021, le patronat estime que le gouvernement doit tenir compte du choc que les entreprises ont subi pendant la période du coronavirus. Le patronat également exige des mesures de facilité fiscale afin d'aider le secteur productif à se relever l'année prochaine. Je vous invite à suivre la réaction de Jacques Jonathan Niem, administrateur au sein du groupement interpatronal du Cameroun.
Les entreprises souffrent véritablement de cette crise de Covid-19. Et sur ce point, nous avons demandé un véritable plan de relance pour permettre aux entreprises de retrouver l'oxygène qui est nécessaire. Et ce plan de relance passe d'abord, bien entendu, par des mesures fiscales incitatives, des mesures qui permettent notamment, on a évoqué tout à l'heure la question de l'impôt minimum forfaitaire qui devrait être supprimé pour permettre aux entreprises non plus d'être fiscalisées sur leur chiffre d'affaires, mais d'être fiscalisées véritablement sur leurs bénéfices. Nous demandons également un certain nombre d'incitations douanières, également un soutien financier, puisque sans ce soutien financier qui doit permettre notamment aux banques de provisionner les créances qu'elles avaient aujourd'hui vis-à-vis d'un certain nombre d'entreprises, et donc de leur donner l'oxygène, des délais de paiement pour pouvoir rembourser ces créances-là, on aura des difficultés à relancer l'économie. Donc les attentes de la loi de finances, c'est d'avoir une loi de finances inédite qui permette véritablement une relance économique, qui encourage, et dans une hypothèse comme celle-ci, on peut même profiter de cette opportunité pour innover. Nous avons parlé d'encourager les champions nationaux, de produire localement. C'est l'occasion de nous donner les outils pour permettre enfin justement de créer ces champions nationaux et de créer cette croissance économique inclusive et durable. Et cette loi des finances sera examinée lors de la session parlementaire de novembre 2020. Dans l'actualité, c'est une activité illégale qui prend de l'ampleur dans le chaudron de la crise anglophone, notamment à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest. Un individu en a fait son fonds de commerce et il est mort calciné. L'activité illégale liée au trafic du carburant frelaté. Un incendie s'est produit à la suite de l'explosion des bidons de carburant. Le récit des faits avec Eric Ouattat et Julienne Berthe-Bissaille. Des habitants consternés au quartier Chaos Street Nkwen de Bamenda. Tous surpris par cet incendie qui a ravagé le domicile d'une famille au lever du jour. Le plus choquant, un membre de cette famille, le nommé Pierre, mort calciné au milieu des flammes. Son frère aîné, couché à même le sol, n'en revient pas. Un habitant du voisinage raconte ce qu'il a vu. Je suivais les informations à la télévision au lever du jour. Soudainement, des cris ont retenti. Une fois dehors, je vois la maison du voisin en feu. Selon des témoignages, la victime manipulait du carburant frelaté dont il avait fait son fonds de commerce. Dans cet incendie, ustensiles de cuisine, mobilier, tout a été soufflé dans les flammes de l'explosion des bidons de carburant entreposés dans un coin de la maison servant de magasin. Descendu sur les lieux, le maire de la ville condamne cette activité illicite qui a de l'ampleur dans la ville de Bamenda et ses environs. Voyez-vous comment l'erreur d'un individu peut mettre en danger toute une communauté? J'ai même demandé au bailleur s'il était au courant de l'activité de son locataire. Il m'a dit non. Cet incendie, avec mort d'hommes et destruction de biens, remet au goût du jour le trafic et la manipulation des produits pétroliers dans les conditions dangereuses, pouvant mettre en péril la vie humaine. Blessés sur le front de guerre contre les bandes armées terroristes dans les régions anglophones, des militaires reçoivent réconfort et encouragement du ministre de la Défense. Joseph Betty-Assomo était ce jour à leur chevet afin de les rassurer d'une prise en charge optimale de leur traitement à l'hôpital de la garnison militaire de Douala. Cédric Chouna et Jean-Paul Chouniat. De retour de Koumba dans le sud-ouest, le ministre de la Défense est au chevet des militaires blessés au front de guerre dans les deux régions anglophones et interné à l'hôpital de la garnison militaire de Douala. À Mafi, c'est là où j'ai eu fracture au niveau des chevilles. C'était un accident de circulation. Ok, très bien. Vous vous rétablissez progressivement. D'accord. Dans cette formation hospitalière, Joseph Betty-Assomo et tout le haut commandement militaire et de la police viennent réconforter et encourager ces gendarmes, militaires et policiers qui, tout compte fait, ont échappé à la mort dans la protection des personnes, leurs biens, ainsi que l'intégrité territoriale du Cameroun. Notre souhait est que les intéressés puissent se rétablir rapidement pour que la haute hiérarchie, le haut commandement militaire examine de manière personnelle et particulière la situation physique de chacun d'entre eux pour pouvoir les replacer à des postes de travail, à des emplois tenant compte de leur diminution physique.
Touchant du doigt les conditions d'hospitalisation de ces héros, le numéro 1 de la Défense fait un état des lieux et prescrit des mesures diligentes pour une prise en charge appropriée de tous ces militaires, dont certains sont en état critique. C'est le cas de 2 personnels qui ont pris des plombs dans la tête. Nous avons vu leur état physique. Les médecins pensent qu'il faudrait regarder vers des plateaux techniques plus indiqués ailleurs qu'au Cameroun. Les diligences nécessaires vont être faites. À la suite des militaires sous traitement, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, félicite surtout le personnel soignant pour son dévouement et son professionnalisme au service des militaires et populations civiles, consultés et soignés à l'hôpital de la garnison militaire de Douala. Au cours de cette descente à l'hôpital de la garnison militaire de Douala, ces soldats blessés ont fait savoir au ministre de la Défense qu'ils n'ont pas perçu le prime depuis plusieurs mois. Pourtant, celles-ci ont bel et bien été décaissées. Où sont passées les primes des militaires camerounais? Je vous propose d'écouter la réponse du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Je voudrais également les rassurer de ce que nous avons pris en compte les réclamations signalées par certains d'entre eux par rapport aux primes qu'ils ne percevraient plus depuis qu'ils sont évacués, qu'ils sont internés ici. La liste des intéressés, je l'ai de manière détaillée. Ce sont des cas bien précis avec la durée des réclamations, avec les unités de rattachement. Cette liste sera remise par les voies appropriées au commandant de la 2e région militaire interarmée qu'il procède aux vérifications nécessaires sur la pertinence ou non de ces revendications. Il s'agira de répondre à la question de savoir si un personnel blessé n'est plus éligible aux primes. Et s'il est éligible, que sont devenues les primes envoyées par la hiérarchie et qui ne leur ont pas été remises, puisque nous n'avons reçu aucun retour de primes non payées. Ça veut dire qu'elles existent, elles sont quelque part. Comme Rémi A2 va s'y atteler, fera la lumière et tâchera de faire donner la suite appropriée à ces revendications. Évidemment, au cas où elles seraient fondées. Dans l'escale internationale, l'Afrique redoute une 2e vague de contamination et de propagation de la pandémie du coronavirus. La Tunisie et le Nigeria sont en état d'alerte maximale. Ces pays font face à une hausse soudaine de cas positifs ces dernières semaines. Le Kenya, pour sa part, est déjà entré dans la 2e vague d'épidémie liée au Covid-19. Des centaines de personnes ont été interpellées dans ce pays pour avoir violé les mesures de restriction liées à la crise sanitaire. Évocation avec Innocent Abega et Nadine Yambo. Ce sont des arrestations records effectuées par la police kenyane en cette 2e vague de crise sanitaire. Plus de 1000 personnes ont été interpellées pour avoir violé la mesure de confinement en vigueur dans le pays. Avec plus de 62 000 cas et plus de 1000 décès, le Kenya est officiellement entré dans une 2e vague de la pandémie. Selon le ministre kenyan de la Santé, le taux de positivité est passé de 4 à 12% en moins de 3 semaines. Cette résurgence de la maladie a contraint le gouvernement à durcir ses mesures de restriction pour contenir le virus. De nombreux bars et autres débits de boissons qui continuaient à désarcer après les heures indiquées ont vu leur licence être révoquée à vie. Des centaines de personnes ont été interpellées dans des lieux de réjouissance pour n'avoir pas porté le masque de protection faciale. De sources sécuritaires, toutes ces personnes arrêtées comparaîtront devant un tribunal et sont passibles des amendes pouvant aller aux millions de francs CFA. Durement frappée par la pandémie de coronavirus, cette 2e vague vient ainsi porter un autre coup dur sur le secteur de l'économie déjà affaibli. Au Nigeria, 300 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en moins de 24 heures ces derniers jours. Un nombre d'infections élevé depuis le mois d'août 2020. Ce nouveau rebond du nombre de contagions fait ainsi planer une menace d'une 2e vague.
Le président Muhammadu Buhari appelle ses compatriotes à plus de prudence au regard de l'évolution de la pandémie dans le monde. Avec l'ouverture des frontières il y a 2 mois et la reprise des activités économiques, des médecins insistent sur le respect des mesures barrières. La capitale économique Lagos est toujours considérée comme l'épicentre de l'épidémie. De nouvelles mesures de restriction sont annoncées afin de freiner la chaîne de transmission du virus. En Tunisie, le pays est aussi dans la crainte d'une seconde vague épidémique. Éviter le confinement, stopper la tendance à la hausse des cas et préserver la santé des Tunisiens, voilà les missions principales que se fixe le gouvernement. Pour faire face, le Premier ministre annonce un durcissement des contrôles sur le port du masque et la multiplication des tests généralisés pour les ressortissants étrangers. Avec la réouverture de ses frontières, le pays est confronté à une recrudescence des cas de coronavirus. À la fin du mois de juin 2020, le nombre de morts était de 50. Actuellement, un record a été atteint avec 20 décès en 24 heures pour près de 2000 victimes recensées. Une note à présent, l'ancien président malien Amadou Toumani Touré est décédé dans la nuit de lundi à mardi en Turquie. Après avoir subi une opération du cœur à Bamako, il avait été évacué pour des raisons sanitaires. Il décède à l'âge de 72 ans. Il avait été renversé par un coup d'État en 2012. Un public reportage dans ce journal, Excellence scolaire dans le Ndé. Les élites bangantées de Douala ont remis des bourses scolaires et lots spéciaux à plus de 130 élèves et étudiants du département du Ndé. La cérémonie s'est déroulée au lycée classique dans le chef-lieu du département du Ndé, région de l'Ouest. Reportage. Le samedi dernier, au stade de football du lycée classique de Banganté, transformé pour la circonstance en un lieu de fête. L'occasion s'y prêtait. L'association des élèves bangantés de Douala, en abrégé ASEBDO, organise sa toute première édition de l'excellence scolaire dans le Ndé. Pour ce cours d'essai, qui aura été un coup de maître, plus de 130 élèves et étudiants méritants de l'année scolaire 2019-2020 ont été primés par catégorie. La première catégorie concernait les majors des examens internes. La seconde concernait les lots spéciaux. La troisième catégorie réservée aux majors des examens certificatifs. La quatrième, réservée aux meilleurs établissements scolaires du département du Ndé, selon le classement au résultat du bac 2019-2020. Et enfin la dernière, celle des majors au concours de l'Université des montagnes de Banganté. Au cours de cette cérémonie, présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Banganté, M. Ibrahima Moussa Balo, les différents lauréats ont reçu des enveloppes dont les montants oscillaient entre 10 et 100 000 francs CFA en fonction de la mention obtenue. Des lauréats recensés dans divers établissements scolaires secondaires et à l'Université des montagnes de Banganté. Selon M. Serge Ndjampou, président de l'association des élus Banganté de Douala, il s'agit d'un projet fédérateur et qui traduit toute sa détermination à faire de l'éducation de tous les enfants du Ndé une priorité. L'objectif est d'encourager l'excellence, de redonner espoir à tous ces jeunes, afin qu'ils soient performants et qu'ils soient très forts à l'école, parce que demain, il faudrait qu'ils soient très forts dans les entreprises. Donc l'objectif de la CEBDO est simple, récompenser les meilleurs. Et comme vous avez vu, on a récompensé les meilleurs de tous les établissements, y compris de l'Université des montagnes. En dehors des enveloppes, les différents lauréats ont également reçu non seulement des diplômes d'excellence, mais aussi et surtout des sacs de classe, des manuels scolaires et de nombreux autres lots, gracieusement offerts par la CEBDO, avec l'appui de nombreux partenaires. La communauté éducative du Ndé, à travers son délégué départemental, a également félicité la CEBDO, précisant que cette initiative permet de soutenir de manière significative les pouvoirs publics dans leur exaltante mission d'éducation et de formation. Chers membres de la CEBDO, une telle initiative qui traduit la générosité des valeureux donateurs. Mille merci à vous. Cette initiative de la CEBDO a également été saluée par le sous-préfet de l'arrondissement de Banganté, qui n'a pas manqué de recommander sa pérennisation dans le but de soutenir davantage les jeunes fers de langue de la nation. Et c'est un événement qui est à sa toute première édition. Et nous pouvons dire que déjà, à une première édition, c'est un succès. C'est une réussite parce que la mobilisation était à un niveau élevé. Et les prix qui ont été remis, nous pouvons dire que c'est des prix qui étaient aussi des montants qui pouvaient encourager nos élèves, nos étudiants à faire mieux
des années prochaines. Au thème de cette cérémonie, qui s'est déroulée sous un climat doux, agrémenté d'un souffle d'air frais, le lycée classé de Banganté a été classé meilleur établissement du département de Ndé au regard de son classement au résultat du bac 2019-2020. Vivement l'édition 2021. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Mis aux arrêts après son passage sur Parole de Femmes, les proches de Stéphanie Ndjomo témoignent. Vous avez suivi ses enfants et son beau-père affligés par la situation que vit cette dame jusqu'à cette heure, qui est placée en garde à vue dans des conditions encore floues. Une interpellation qui demeure aussi dans des circonstances floues dont les motifs restent encore officiellement méconnus, et les enfants qui ont témoigné pour attester de ce que leur mère a bel et bien vécu à Kumba au début de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Après avoir vécu et essuyé les premiers affrontements armés, elle a pris le chemin de la brousse afin de pouvoir être en sécurité. Seulement sur le chemin, ses deux enfants sont décédés, confirment ses premiers enfants, ses filles aînées, qui appellent à la libération de leur mère, dont la santé est très fragile, et son beau-père aussi qui a insisté sur le fait que sa belle-fille est sincère dans ses témoignages. Elle a vécu une histoire bouleversante et il y a un choc très important lié à ses conditions carcérales, ont-ils indiqué. Autre chose, la police saute sur les avocats au TPI de Bonandio. Des avocats qui se sont mobilisés contre l'arrestation et la mise en détention provisoire de leurs confrères, les confrères avocats accusés de corruption et de détournement de certains fonds. Les informations restent encore aussi très floues sur les chefs d'inculpation qui pèsent contre ces avocats, mais leurs confrères estiment que les procédures initiées à leur encontre n'ont pas respecté le cadre légal concernant l'arrestation des avocats. Ils se sont mobilisés lors de l'audience qui s'est tenue au tribunal à Bonandio. Vous avez vu des images de contestation des avocats. D'autres sont même allés jusqu'à la prison centrale de Douala, située à Nebel, afin d'empêcher le fait que leurs confrères y soient transférés dans cette prison. Cela a créé du grabuge dans la ville de Douala ce soir. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Madame